Mardi, une vaste opération de police a été menée dans plusieurs locaux de la France Insoumise et du parti de gauche, ainsi qu'au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Le leader n'a pas voulu se soumettre, une attitude lui valant une troisième enquête sur le dos, jackpot. Remaniement, allocution présidentielle, l'exécutif est en pleine crise de tétanie. L'arrivée de Christophe Castaner à l'intérieur démontre la nécessité de verrouiller le pouvoir par tous les moyens. Dans l'Ain, un nombre anormal de cas de malformation de bébés a été révélé par une association dès 2014. 4 ans plus tard, alors que l'affaire éclate, l'organisme serait sur le point de fermer, faute d'argent. Madame, Monsieur, bonsoir. Mélenchon dans l'œil du cyclone. Alors que des perquisitions ont été menées dans les locaux de son mouvement et à son domicile mardi, le patron des Insoumis se révolte. Il dénonce des méthodes dignes d'une police politique. Mélenchon à la gueule de bois, réveillé par la police mardi pour une perquisition, le leader marxiste a fait les frais de la justice sous le règne d'Emmanuel Macron. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7 h du matin chez moi, ainsi qu'au siège du parti, le parti de gauche, ainsi qu'au siège de la LFI. Il y a ici plein de monde chez moi. Vous voyez ma maison ? Depuis 7 h du matin, la perquisition. Une perquisition qui ne passe pas pour Jean-Luc Mélenchon. En effet, les opérations sont menées dans le cadre de 2 enquêtes, l'une pour soupçon d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen, dénoncée par l'ex-frontiste Sophie Montel, et l'autre sur les comptes de campagne. Le patron de la France Insoumise, bien décidé à transformer ce coup de force de la justice en tribune, s'est rendu ensuite au siège de sa formation pour un épisode mouvementé. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Une attitude insoumise dont la sanction est immédiate. En effet, jamais 203, le parquet de Paris a ouvert une enquête ce mercredi pour menaces et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Une nouvelle qui va encore davantage ravir Jean-Luc Mélenchon qui a déjà fait un show à l'Assemblée nationale hier. Comme vous l'avez sans doute appris, ce matin, le procureur de circonstance que vous avez nommé après un entretien d'embauche, ayant autorisation de perquisitionner depuis vendredi dernier, a choisi de le faire ce matin à 7 h. Et j'ai ouvert ma porte à des gens qui tapaient précipitamment. Ils étaient armés et avec des gilets pare-balles, car on ne sait jamais avec moi ce qui peut se produire. Cette perquisition se faisait sans aucun motif d'urgence, comme ce peut être le cas lorsqu'il faut faire éclater la vérité. Mélenchon vient donc de découvrir la justice à 2 vitesses. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Voyez-vous ce que ça veut dire? Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil? Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Des procédés que Jean-Luc Mélenchon avait oublié de dénoncer quand ils étaient appliqués à ses ennemis politiques. Pour autant, il faut avouer que les méthodes du pouvoir sont particulièrement vigoureuses. Les perquisitions menées simultanément dans les sièges et chez les proches de Jean-Luc Mélenchon inquiètent par leur différence de traitement avec la perquisition menée dans l'affaire Benalla. En effet, quand la police avait tenté de fouiller le domicile de l'intrigant chargé de mission de l'Élysée le vendredi 20 juillet au soir, impossible d'ouvrir la porte. Les équipes sont donc revenues le lendemain matin et sont parvenues à entrer. Étonnamment, la perquisition n'a rien donné et aucune des armes recherchées n'ont été retrouvées. Également au rang des questions, la propension de François Laugereau, l'octogénaire président de la Commission nationale des comptes de campagne, récemment augmenté de 57%, à ouvrir une enquête sur les finances de Jean-Luc Mélenchon, alors que les irrégularités sur les factures de la campagne d'Emmanuel Macron n'avaient pas attiré son attention. Une cécité judiciaire qui tranche bel et bien avec la rigueur acharnée appliquée à François Fillon dans la campagne présidentielle ou à Marine Le Pen. Mais à ce moment-là, ça n'intéressait pas Jean-Luc Mélenchon et pour cause, il n'était pas concerné. Là, la donne a changé, l'insoumis a gravi des échelons depuis quelques mois. Ses rapprochements avec les réchappés du Parti socialiste inquiètent peut-être davantage, quoi qu'il en soit. L'opposition dans son intégralité, de la gauche à la droite de l'hémicycle, est désormais prévenue. Macron persiste et signe. Alors que l'annonce du remaniement tant attendue a brillé par sa platitude, Emmanuel Macron s'est exprimé mardi soir pendant une dizaine de minutes. Une allocution sans annonce ni profondeur. Bienvenue dans le vieux monde de la République immobile. C'est pourquoi il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
On ne change pas une équipe qui gagne. Au contraire, Emmanuel Macron renforce l'entre-soi avec l'arrivée à l'intérieur de son fidèle Castaner. Sans expérience de la sécurité, l'homme incarne la figure idéale du courtisan présidentiel installé pour juguler les attaques. Après les déclarations fracassantes de Gérard Collomb sur la quasi-sécession des territoires où régnait la loi du plus fort, Emmanuel Macron avait besoin d'un premier flic de France plus rassurant. Et tant pis, s'il est incompétent, il faut tenir le cap et tenir tout court. En effet, nul n'aura pu ignorer les perspectives réelles d'Emmanuel Macron lors de son allocution de mardi soir, les élections européennes. L'occasion de prouver qu'à défaut d'être entré dans l'habit présidentiel, il n'avait jamais quitté celui de patron du mouvement En Marche. Élu sur une vision utopique et donc irréelle de l'administration bruxelloise, le président français n'a de cesse de vouloir s'ériger en leader européen face à ce qu'il nomme communément les populistes, quitte à leur voler quelques idées. Ne pas se soumettre aux choix économiques et financiers d'autres puissances ou de grandes entreprises, c'est précisément poursuivre notre travail pour plus de souveraineté. Emmanuel Macron se rêve donc maintenant un avenir souverainiste émancipé du pouvoir des banques et des grandes entreprises, comme la nomination d'Emmanuel Vargon, ex-lobbyiste chez Danone au secrétariat d'État à l'écologie le prouve. Un laïus digne de remplacer le fameux pensée printemps de la campagne présidentielle. Nous avons besoin, en ces temps troubles, les temps troubles, comprendre l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini ou la politique d'immigration de Viktor Orban, tout ça. Mes chers compatriotes, dans ce ressaisissement de notre nation, je crois dans notre capacité à porter cette voix française qui est tant attendue en Europe et dans le monde. Parce que c'est notre projet! Au final, Emmanuel Macron a donc réquisitionné le service public pendant plus de 10 minutes pour s'auto-congratuler et lancer la course pour la campagne des européennes. Un scandale peut toujours en cacher un autre. Après avoir révélé un nombre anormalement important de bébés avec des malformations de naissance, une association est menacée aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. La raison, l'arrêt des subventions publiques. Casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre, voilà encore une fois l'attitude du système de santé français à l'égard des organismes lanceurs d'alerte. L'association Remera, le registre des malformations en Rhône-Alpes, à l'origine de révélations de plusieurs questions de santé publique majeures, est menacée de fermeture. Le Remera avait notamment soulevé le cas de la dépakine, le médicament prescrit aux patients souffrant d'épilepsie. En effet, le médicament a engendré des retards psychologiques chez les bébés des patientes qui suivaient le traitement. Un scandale qui a duré plusieurs années avant que Sanofi ne reconnaisse les problèmes et communique sur les effets secondaires pour les femmes enceintes. Cette fois, le Remera revient sur le devant de la scène avec l'affaire des bébés mal formés. En effet, entre 2009 et 2014, 7 enfants sont nés sans bras ou sans main, le tout dans un rayon de 17 km dans l'Ain et 4 autres à Guidel dans le Morbihan entre 2011 et 2013. Un taux de malformation au moins 56 fois supérieur à la moyenne pour la zone rhône-alpine. Plus inquiétant encore, ces malformations ne seraient ni génétiques ni liées à la prise de médicaments ou de drogues. Et l'unique point commun entre les mères est le fait qu'elles vivent toutes dans la ruralité, au milieu des champs. La cause devrait donc tourner autour de l'agriculture. La situation mérite en tous les cas que l'on se pose des questions. Pourtant, Santé publique France considère qu'il y a des problèmes méthodologiques dans les conclusions apportées par le Remera. De son côté, la directrice de l'association et épidémiologiste Emmanuelle Amar considère que l'on ne peut pas exclure que ce soit dû au hasard. Pour autant, la probabilité que ce soit un fait du hasard est minuscule. Et en parlant de hasard, la région Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez et l'INSERM, l'Institut de la Santé et de la Recherche médicale administré par Yves Lévy, le mari du ministre de la Santé Agnès Buzyn, ont déjà annoncé, sans lien apparent avec l'affaire des malformations, qu'ils cessaient de verser des subventions au Remera. L'organisme devrait donc fermer ses portes, repassant le dossier à Santé publique France. Le missile S-400, fleuron de l'armement russe, il est présenté comme supérieur en tout point au missile Patriot américain. Le système antiaérien russe s'impose sur le marché militaire, un succès vu d'un mauvais œil par le rival américain Thibaut Bastide. La Russie affirme sa supériorité alors que les Américains ont toujours eu la prétention d'être les meilleurs sur le terrain militaire. Voilà que le nouveau missile sol-air russe S-400 vient faire de l'ombre à l'oncle Sam. En effet, selon plusieurs spécialistes de l'armement, les missiles russes présentent des caractéristiques surpassant en tout point les systèmes occidentaux équivalents, capables de déterminer les cibles aériennes dans un rayon de 600 km et de les abattre à une distance de 400 km de son emplacement. Ils sont
sont une force de frappe aussi impressionnante que dissuasive, qu'il s'agisse des missiles de croisière à manœuvre rapide ou des missiles nucléaires balistiques intercontinentaux. Les autorités russes ont d'ailleurs bien compris qu'elles pouvaient désormais s'assurer une stabilité militaire en Crimée, mais également en Syrie. Cependant, la réussite du missile S-400 dépasse largement le cadre national. En effet, le véritable atout réside essentiellement dans les exportations. Après avoir créé 2 usines uniquement destinées à l'exportation mondiale, la Russie a vu son carnet de commandes exploser ces derniers mois. En avril dernier, un accord portant sur la vente de 4 batteries a été conclu avec son faux ami turc. Un contrat de 2,5 milliards de dollars, loin d'être anodin, alors que la Turquie est un membre important et crucial de l'OTAN, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert. Cela va à l'encontre de notre politique d'avoir un allié de l'OTAN comme la Turquie qui utilise des systèmes S-400. Le problème est qu'il n'est pas compatible avec les autres systèmes de l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que certains de nos alliés à travers le monde achètent potentiellement des systèmes S-400. Un véritable pied de nez dans la mesure où les Européens et les Américains avaient proposé une offre concurrente, des offres différées ou tout simplement annulées. Et la Russie ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Le 5 octobre dernier, Vladimir Poutine a signé un contrat d'acquisition pour une valeur de 5,2 milliards de dollars avec l'Inde. Un accord qui embarrasse les États-Unis en mettant ouvertement à mal sa politique de sanctions à l'encontre de la Russie. D'ailleurs, aucune ne devrait être prononcée à l'encontre de New Delhi. En effet, les États-Unis ont tout intérêt à ne pas froisser leur allié indien, les 2 puissances ayant le même intérêt à contrebalancer la montée de la Chine. Parallèlement, Moscou voit un autre marché du côté de Doha et Riyad, mais cette fois, les menaces américaines exercées à l'encontre du Qatar et de l'Arabie Saoudite devraient suffire à dissuader ces 2 alliés d'acheter des S-400. Les réactions immunitaires de Washington sont en réalité la démonstration de la supériorité stratégique et diplomatique du Kremlin qui bouscule la domination du Pentagone. Face à ce revers, la Maison-Blanche a annoncé la création d'ici à 2020 d'une nouvelle force de l'espace, certainement avec un train de retard, alors que Moscou travaille déjà sur l'élaboration d'un missile encore plus performant. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref, c'est avec Floriane Jeannin. Nouveau bilan dans l'Aude. Selon la préfecture du département, au moins 14 personnes ont été tuées et 1 personne est portée disparue à la suite des graves inondations du début de la semaine. Le précédent décompte faisait état de 13 victimes. Sur place, la situation s'améliore et la vigilance aux crues a été baissée du niveau orange jusqu'au niveau jaune. 700 pompiers restent mobilisés pour les opérations de nettoyage. Nouveau coup dur pour les syndicats. Ce mercredi, Pascal Pavageot, le secrétaire général de FO, a envoyé un courriel au responsable de l'organisation pour démissionner. Il aurait déjà quitté son bureau et licencié ses 3 collaboratrices engagées dans son cabinet. Pascal Pavageot était sur la sellette depuis la révélation d'un fichier controversé sur les dirigeants du syndicat. Celui qui a succédé à Jean-Claude Mailly n'aura finalement tenu que 6 mois. Un groupe technique à l'Assemblée baptisé Liberté et Territoire. Il rassemblera des ex-marcheurs, des ex-UDI, ex-PS, des Corses et des radicaux. Le groupe sera coprésidé par Bertrand Pancher, qui siégeait jusqu'à maintenant avec l'UDI, et Philippe Vigier. Selon le texte qui signe l'acte de naissance du groupe, Liberté et Territoire ne se rattachera ni à la majorité ni à l'opposition et se veut être le porte-voix des territoires. Il s'agira du 8e groupe parlementaire siégeant à l'Assemblée, un record sous la Ve République. L'ENA au bord de la faillite. L'École nationale d'administration, censée inculquer à la future élite comment gérer le budget, affiche des comptes dans le rouge. Sur un budget de 40,8 millions d'euros, en 2017, le déficit a été de 2,8 millions d'euros. En cause, les dépenses du personnel, dont 9,2 millions relèvent des salaires des élèves payés 1 682 euros par mois pendant les 2 ans de leur scolarité. Si l'école n'arrive pas à retrouver une stabilité financière, elle pourrait faire faillite dans 4 ans.
Stéphane Bern veut récupérer les bijoux de la reine alors qu'une parure ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette sera proposée lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby Genève. Le monsieur patrimoine du gouvernement Stéphane Bern s'est opposé à cette vente. L'animateur a demandé au ministère de la Culture d'agir pour faire revenir en France ce patrimoine historique. De nombreux internautes se sont également mobilisés et ont appelé les millionnaires français à les racheter pour la France. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, c'est le moment du Zoom du jour. Le président du Parti chrétien-démocrate, le PCD, Jean-Frédéric Poisson, publie un manifeste européen intitulé « Nous voulons une Europe qui protège les nations ». Considérant que la civilisation européenne est menacée de disparition, Jean-Frédéric Poisson lance de nouveaux axes de réflexion et exprime son refus de tout communautarisme, étrillant au passage Emmanuel Macron. Un entretien sans langue de bois. Que les Européennes, et l'heure est aux grandes manœuvres, on le voit bien, exister dans le débat. Est-ce dans le sens du manifeste européen que vous avez publié il y a 48 heures, qui s'intitule « Nous voulons une Europe qui protège les nations ». C'est pour peser dans le débat, pour... Bien sûr, oui. C'est un deuxième temps de réponse à la question que vous posiez il y a quelques instants. Pourquoi ne pas fusionner avec Debout la France ? Parce que nous n'avons pas de motif de fusion. La logique de rassemblement n'est pas une logique de, fusionnelle, elle non plus, et le rassemblement n'a de sens que si chacune des composantes de ce rassemblement continue de propager son propre message, sa propre doctrine et sa propre vision des choses. Ensuite, on ajuste, et puis on opère la jonction, mais tant que, effectivement, nous sommes existants, et ce sera encore le cas pour un moment, nous continuerons de dire ce que nous pensons des choses, en particulier de l'Europe. Et puis ce soir, c'est mercredi. Retrouvez également Perles de culture. L'équipe cinéma vous recommande les films A Star is Born, First Man, 16 Levées de soleil, il y a tellement d'anglais qu'on s'y perd, Nos batailles, et le dernier film de Lars von Trier. Anne Brassier reçoit ensuite la directrice de la Compagnie des Enfants de la Lune, Géraldine Hilaire, pour la présentation de son nouveau spectacle, Le violon chante et le loup court. C'est en français cette fois. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. La secrétaire de mairie de Campagnol entretient avec Windows et Microsoft un rapport assez névrotique, surtout depuis qu'en remplacement de son ordinateur sous Windows 7, on lui a installé il y a 3 ans un autre ordinateur avec la dernière mouture, le Windows 10, qui a la détestable habitude de prendre la main pour dire à l'utilisateur « Je vais faire ma petite toilette, vous pouvez aller faire un tour, surtout n'éteignez pas l'ordinateur ». C'est d'autant plus dangereux que chez nous, il est assez fréquent en toute saison que l'EDF coupe le réseau, parfois même pendant quelques secondes, voire pendant quelques heures. Donc il a fallu acheter un onduleur, rien que pour permettre à Microsoft de faire ses petites affaires sans être interrompu, parce que sans ça, le spécialiste de la ville voisine a dit que ça pouvait endommager le disque dur. Le problème, au moins dans les débuts, il y a 2 ans, c'est qu'on n'avait pas le choix et que ça se passait toujours avant une réunion du conseil municipal où on avait besoin de certains chiffres. Il y a même eu sur le deuxième ordinateur, enfin l'ancien, une tentative de conversion du 7 au 10 non désiré. Ce jour-là, j'ai proposé à la secrétaire de mairie de supprimer la fonction mise à jour en plaçant un programme qui l'empêchait. Et la chose a été réglée. Mais cette fois, c'était plus délicat, d'abord parce que la maison Microsoft a fait beaucoup de progrès pour vous empêcher de prendre des initiatives, mais aussi parce que la secrétaire de mairie était partagée, comme beaucoup d'utilisateurs, entre 2 tentations. Celle de livrer passage à toutes les mises à jour, parce que comme ça, elle pouvait rester dans l'état antérieur, et que ça marchait bien. Mais le problème, c'est qu'elle était une bonne élève docile et bien dans le sérail Microsoft, et donc elle ne pouvait pas refuser des mises à jour obligatoires. En même temps, avec une petite mauvaise conscience, parce qu'en condamnant les mises à jour automatiques, elle avait l'impression de faire quelque chose de mal, de désobéir, en quelque sorte, à une société américaine qui venait faire les poches de la mairie tous les matins, depuis 10 ans, et qui en plus entreposait les éléments comptables, les lettres, les contentieux, dans un placard en Irlande ou au Luxembourg depuis environ 15 ans. Ce qui semble ne poser de problème à personne, hein, ça s'appelle le cloud.
Alors un jour, Gustave m'a dit, mais imagine qu'une société russe de logiciels, très efficace, très reconnue, vende son programme vedette de gestion des données et possède des serveurs en Ukraine ou à Saint-Pétersbourg, mais tu verrais le tollé. Tandis que là, le double de ta compta peut rester pendant des années dans un serveur américain et ça ne gêne absolument pas Bercy. Donc on en était là quand est arrivée l'annonce de la mise à jour automatique du mois d'octobre et la secrétaire de mairie est venue me voir pour me dire « Tu sais, là, ton programme qui empêche la mise à jour, celui que tu m'as mis en avril, il faudrait l'enlever parce que là, ils disent que c'est une mise à jour très importante. » Alors je lui dis « Il me semble, ma chère Geneviève, qu'en te mettant un programme en avril pour empêcher la mise à jour, j'ai eu le nez creux puisque tout le monde se plaignait ensuite de problèmes infinis. » N'importe, me dit-elle, assez cassante presque. Cette fois, je crois qu'il faut le faire. Mon cousin, qui est informaticien, me l'a dit. Alors là, je souligne un truc pour tous ceux qui ont l'habitude de ce genre de situation. On vous sort toujours un cousin censé s'y connaître mieux que vous. Généralement, un bon gros stalinien, appointé par Microsoft. Du coup, je lui dis, écoute, laisse-moi la clé du bureau pour vendredi. Je vais faire la mise à jour pendant la réunion du Conseil général. Et là, je confesse que j'ai pris 1 heure pour démonter, au contraire, pas à pas, tous les services de mise à jour afin que l'appareil ne réclame jamais cette opération tous les matins. J'ai créé un dossier bidon, en plus, que j'ai appelé mise à jour octobre 2018 pour faire croire qu'elle était faite. Personne n'y a vu que du feu. La secrétaire n'a évidemment jamais vérifié le numéro de la version. Elle s'est contentée de la phrase « c'est fait ». Finalement, ça s'est bien passé. Là-dessus, après une semaine, je reçois un appel du maire vers 21h30. Vous savez, c'est l'heure des coups de fil d'urgence. Il me dit « malheureux, il paraît que tu as fait la mise à jour ». Mais je réponds « Geneviève a beaucoup insisté, hein, il faut en prendre à elle ». Mais il me dit « j'ai 2 collègues, le maire de Clermont et celui de Saint-Antonin, qui ont perdu tous leurs fichiers dans le dossier documents, toutes leurs lettres, les derniers relevés photographiques, tout ce qui avait trait à la réfection de l'orgue de Saint-Antonin. 6 mois de travail à cause de cette mise à jour. Je vais envoyer Geneviève, me dit-il, vérifier de ce soir. Sans ça, je vais pas fermer l'œil. Je vais l'obliger à redescendre à la mairie. Alors, c'est inutile, j'ai répondu, tu n'as forcément rien perdu. Mais comment tu peux être aussi affirmatif? Bah, écoute, j'ai fait semblant de faire la mise à jour, en vérité, pour contenter cette psychorigide de Geneviève, qui n'y connaît rien. Mais tu n'as qu'à lui dire que chez nous, ça s'est bien passé. Mais en fait, je n'ai rien fait du tout. J'ai condamné tous les services de mise à jour automatique. Et sa seule réponse a été, t'es sûr qu'on n'aura pas de virus? Voilà, ça s'appelle Campagnol TVL. C'est la vie, la vraie vie, en tranche, c'est sur YouTube. Merci de le dire à vos amis.